proportionnellement à la taille du pays, c'est énorme. Hein, c'est le pays numéro un. Et puis il fait partie de la toute première vague de départ vers la Syrie, comme à Baoud, hein, comme à Abdelhamid Abaoud. Il part en 2013, il part au mois de février exactement. À l'époque, l'État islamique est embryonnaire. Absolument. Et il va tout apprendre là-bas. Au fil des mois, il va participer avec d'autres Belges donc, et les francophones à une véritable filière de recrutement. C'est un aspirateur et il fonctionne merveilleusement bien pour les convaincre de venir jusqu'à lui en Syrie. Il a eu un rôle très important au fur et à mesure du temps dans l'organisation État islamique. Il était chargé de l'accueil, du tri, des nouveaux combattants qui venaient rejoindre l'organisation. Alors, hasard du calendrier, ça tombe doublement bien son arrestation. La justice belge est en train de juger en ce moment cette filière belge de recrutement et l'Ashrawi. Il devait être sur le banc des accusés. Le procureur a requis contre lui 15 ans de prison. Donc, il pourrait le prendre et le mettre directement sur le banc du tribunal. Il a déjà des comptes à rendre à la justice belge, en plus des réponses qu'il va devoir leur apporter sur les attentats d'hier. Oui, avant ça, on va le faire parler, effectivement, parce qu'il a beaucoup d'informations à donner. Un homme déterminé, potentiellement dangereux. Avec nous, Frédéric Gallois, ancien commandant du GIGN. Ce sont les hommes de la DSU qui l'ont arrêté ce matin. Les élites, en fait, les unités spéciales. Oui, la DSU, qui est l'ancien groupe Diane, qui est une unité assez mythique en Europe, qui au départ, à l'origine, était composée de gendarmes, et qui ensuite, avec la transformation police gendarmerie, est devenue entièrement policière. C'est une unité qui est extrêmement efficace, on a beaucoup dénigré, entre guillemets, on s'est beaucoup interrogé sur les capacités belges. Or, il faut savoir que depuis le 11 septembre, les unités spéciales belges ont au contraire fédéré l'ensemble de l'Europe dans un cadre d'échange d'informations, d'exercices en commun. Moi, je me souviens au GIGN régulièrement, quasiment tous les mois, nous allions en Belgique pour travailler avec ces unités qui sont un modèle d'efficacité, puisque cette menace ne date pas d'hier et depuis déjà très longtemps, la Belgique a investi dans des services spéciaux qui sont véritablement un moteur dans la collaboration en Europe. Donc la DSU, effectivement, qui travaille aujourd'hui dans une configuration assez compliquée, puisqu'ils doivent s'adapter finalement au rythme de l'enquête, qui est un rythme de d'urgence, compte tenu des informations qui arrivent très très rapidement, mais en même temps prendre en compte un certain nombre de paramètres opérationnels qui consistent, un, à éviter que les individus puissent s'échapper des zones d'investigation, deux, d'éviter tout dérapage qui pourrait mettre en danger notamment le public qui peut se retrouver dans ces zones. On voit que c'est des zones extrêmement urbaines. Et trois, essayer de bénéficier de l'effet de surprise pour pouvoir interpeller ces individus vivants. Donc une manœuvre compliquée, difficile, avec des paramètres opérationnels complexes pour interpeller, pour au final réussir à interpeller ces individus vivants. La DSU qui avait déjà procédé à l'interpellation avec succès de Salah Abdeslam en immobilisant, en les tirant dans les jambes. Quand on est dans son bouclier, on se prépare à interpeller un individu potentiellement dangereux pour lui-même aussi, ça change évidemment la donne. Oui, l'inquiétude est évidemment sur cette volonté, ou en tout cas cette détermination à aller jusqu'au bout, voire même aller jusqu'au suicide. Alors, avec deux possibilités, soit ce qu'on appelle le suicide by cop, c'est-à-dire aller directement vers les forces de sécurité, probablement, donc c'est-à-dire en fait déclencher le tir, faire déclencher le tir pour se faire suicider à travers l'arme des forces de sécurité, mais avec en même temps une capacité à apporter le feu. Et c'est ce qu'on a vu l'année dernière sur les attentats de janvier, où certains terroristes ont voulu à un moment donné sortir pour aller exercer le coup de feu sur les forces de proximité. Donc en fait une posture assez délicate qui va durer quelques secondes, où les individus, les policiers ou les gendarmes qui sont au contact doivent être capables de riposter très très rapidement, en sachant que leur vie est aussi en danger, donc une situation compliquée. L'Ashrawi qui aurait donc peut-être fabriqué les bombes des attentats à Bruxelles. Ce qu'on sait ce matin de sûr, c'est que les frères El Bakraoui font bien partie des kamikazes. L'un, Ibrahim, était à l'aéroport, l'autre, Khalid, était dans le métro parce qu'on a retrouvé ses empreintes digitales, parce que si on le voit sur les images de vidéosurveillance. Caroline Dieudonné, on vous retrouve à la station Schumann, c'est juste à côté de Malbec, où s'est produite l'explosion, et la police scientifique, ce matin, travaille toujours pour recueillir de nouveaux indices. Oui, absolument, et on voit que l'enquête progresse avec l'identification d'un des frères El Bakraoui qui pourrait être responsable de cette attaque meurtrière au métro Malbec. Malbec, c'est à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons, dans ce périmètre ultra sécurisé que vous pouvez observer, avec toujours ce va-et-vient des équipes
d'investigation sur place. Il y a la police scientifique qui a passé la nuit dans cette station à recueillir des indices. Et il y a également la protection civile, les pompiers, des équipes d'identification des victimes qui malheureusement sont toujours présentes et que nous avons croisées ce matin. Et puis il y a la police judiciaire, la police fédérale de Bruxelles, mais aussi d'autres provinces comme celle de Charleroi qui est venue en renfort. Tous les éléments sont importants dans cette station de métro et on l'a vu, l'attaque a été terrible. Il faut donc recueillir des preuves, des éléments, toutes des identifications ADN qui pourraient servir aux enquêteurs pour tenter de comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Le bilan reste toujours incertain, je vous le rappelle, pour la station Malbec. Le centre de crise parle d'une vingtaine de morts et plus d'une centaine de blessés, certains plus grièvement, qui ont été dispatchés dans les différents hôpitaux de la région bruxelloise, notamment à l'hôpital Saint-Pierre ou encore à l'hôpital Erasme, où s'est rendu ce matin le roi des Belges et la reine, qui ont été voir les victimes. Et tout à l'heure, on attend une minute de silence également en présence du Premier ministre Charles Michel.